Bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Talk, on démarre maintenant. Chaque soir, nous sommes ici avec vous ensemble pour décrypter l'actualité nationale et internationale, sociopolitique. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité à ce programme. Herman Aboua est là ce soir. Bonsoir Herman. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Pascal, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. Marius Komoué, bonsoir. Bonsoir Christelle, toujours le plaisir d'être là. On est toujours à notre poste. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Et joyeux anniversaire, très cher. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire Daouda. Joyeux anniversaire Daouda. Merci Herman, beaucoup. quand même. Happy birthday bro. Ça me fait juste 15 ans. Oui, on sait. Ouais. Moi, je dirais 12 ans. Ouais, merci beaucoup. Messieurs, dames, essayons de réfléchir ensemble sur une thématique très importante pour notre pays. Parlons de chômage. Comment sortir la jeunesse ivoirienne de la précarité? De 2011 à 2023, voici donc les chiffres. 1 234 597 emplois formels ont été enregistrés auprès des institutions de sécurité sociale. Selon donc le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Camara Adama, il dit que les défis sont encore importants. C'est pourquoi il faut chercher des solutions et voici donc créer l'Observatoire. Cet observatoire qui a pour rôle donc de synthétiser les informations. Nous en parlons maintenant. Herman Aboua, quelle réaction pouvez-vous faire? Est-ce que déjà la question mérite d'être posée? Comment sortir la jeunesse ivoirienne de la précarité? Mais elle est d'autant plus urgente, cette question. D'abord, je salue déjà les efforts qu'on peut apprécier du gouvernement, qu'on peut déjà apprécier sur la question de l'emploi. Et la question est plus que récurrente du moment où, aujourd'hui, même lors de la remise du rapport sur le rapport au niveau de la rencontre de la BAD, Oui. le président de la BAD, du groupe de la BAD a dit ceci, je vais le citer, on ne mange pas le PIB, nous devons nous assurer que nos systèmes fonctionnent, que les gens ont des emplois ou qui créent des emplois pour gagner leur vie. Nous devons promouvoir et permettre l'entrepreneuriat des jeunes. Quand il dit ceci, moi, je dis seulement qu'il faut regarder de façon très claire. Il ne faudrait pas qu'on reste sur les chiffres de 2% de taux de chômage et qu'on regarde véritablement la question de la durabilité de l'emploi et de la précarité de ces emplois qui sont créés dans le temps. 2% de taux de chômage. De taux de chômage, oui. Quand on regarde comme ça 2% du taux de chômage, en même temps, le même gouvernement reconnaît que 9 emplois sur 10 sont du secteur informel. Donc, je veux dire qu'il y a marché à travailler. Pour le moment, en attendant d'autres réactions, je pense qu'il y a vraiment urgence sur la question. Pascal Kouamé, comment est-ce que vous réagissez justement aux propos du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale? Les défis sont encore importants, mais il faut trouver des solutions, d'où la création justement de cet observatoire-là. Votre réaction? Ma réaction, elle se situe déjà dans un premier plan, dans un premier point sur la nécessité même de la création de cet observatoire. Un observatoire, c'est un organisme qui vous permet d'avoir de la statistique fiable, de mettre en place des outils, et avec des outils qui vous permettent donc de rentrer dans les secteurs d'activité, d'avoir, après un certain nombre de sondages, de questionnaires auprès des entreprises, du secteur public et du secteur privé, donc d'avoir une cartographie fiable. Et sur la base de cette cartographie fiable, c'est comme les plans de développement. Si vous n'avez pas de chiffres, vous ne pouvez pas faire de projections. Et faire des politiques en fonction. C'est bien cela, vous avez tout compris. Donc un observatoire, c'est toujours nécessaire. C'est une idée qui ne date pas d'aujourd'hui, mais je pense que sa mise en œuvre effective ici est à saluer. Alors ce premier angle-là, c'est un angle intéressant, parce qu'aujourd'hui, avec la politique du gouvernement d'avoir accès aux données, eh bien, cet accès-là, j'espère qu'il sera public. D'ailleurs, c'est le but, non seulement pour les pouvoirs publics, mais pour le secteur privé aussi, et puis pour les investisseurs. À côté de cela, je note également que 2023 avait été décrété par le chef de l'État
année de la jeunesse. Tout Et à à fait. l'occasion de cette année de la jeunesse-là, en 2023, le gouvernement a impacté, en termes d'accompagnement à l'insertion professionnelle, plus d'1,105,000 jeunes qui ont eu donc une opportunité d'insertion ou alors qui ont été accompagnés vers l'entrepreneuriat. Et pour 2024, puisque cette année de la jeunesse 2023 s'inscrit dans le cadre d'un programme jeunesse du gouvernement qui, lui, est prévu pour durer de 2023 à 2025, ce sont 400 milliards qui vont être investis. Donc, nous passons de 360 et quelques milliards en 2023 à 400 milliards. Très bien, Pascal. Avec donc 400 000 jeunes qui vont être impactés. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Très bien. Marius Komoé, les chiffres donnés par Pascal, j'aimerais avoir votre réaction sur les chiffres. L'année de la jeunesse 2023-2024, elle a donné donc le nombre de jeunes impactés. On a 1 million de jeunes. Mais en même temps, il y a encore de la marge, il y a encore du travail à faire. Selon vous, quelles sont les solutions à apporter justement aux problèmes récurrents de l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire? Au-delà de la mise sur pied de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, est-ce qu'il y aurait autre chose à faire? De toutes les façons, il faut déjà saluer la mise en place de cet observatoire parce que cela va concourir naturellement à un tant soit peu renforcer les outils de l'État dans la perspective de trouver des solutions aux questions de l'emploi. C'est cela. Ne perdons pas de vue qu'au niveau même de l'appareil étatique, le ministère dirigé par le ministre Nguessan avait mis en place un même outil du Quel genre. ministère? L'enseignement technique. L'enseignement Très bien, technique voilà. avait mis Parlez un peu plus haut, Marie, j'ai du mal à vous saisir. Ah oui, le ministre Nguessan avait mis, de l'enseignement technique, Tout à avait fait. mis en place justement un outil étatique permettant également de régler ou d'aller vers la question de Oui, l'employabilité il a des créé ce jeunes. qu'on appelle l'école de la seconde chance. L'école de la seconde chance, bien évidemment. Et donc, pour nous, je rappelle que dans les années 2012, nous suivions bien ce dossier au niveau donc étatique et l'Institut national de la statistique avait entrepris une enquête qui avait permis à la Côte d'Ivoire d'avoir des données, des chiffres assez probants sur la question de l'employabilité de nos jeunes. À l'époque, on nous avait dit que 14 millions, environ 14 millions, sinon un peu plus de 14 millions d'Ivoiriens étaient en âge de travailler. C'est ça. Et À l'époque, aujourd'hui, on peut la situer. nous étions en 2012. 2012. L'enquête a été faite en 2012 et novembre 2014. Tout à fait. Et c'est des chiffres de l'époque. Mais nous sommes aujourd'hui en 2024 et nous voyons qu'on nous annonce un peu plus d'1 million d'Ivoiriens qui sont aujourd'hui enregistrés auprès des institutions de sécurité sociale comme ayant un emploi. Mais nous pensons que, et le ministre lui-même l'a reconnu, il y a encore du chemin à faire. Et ça, pour répondre véritablement à votre question, il est important qu'aujourd'hui l'État comprenne. Et l'État, depuis le régime précédent, je me rappelle que le président Gbagbo disait que l'État ne peut pas employer tout le monde. Et il est évident que l'État ne peut pas avaler la masse de jeunes en quête d'emploi. Et donc, l'État doit réfléchir sur des mécanismes permettant l'autodétermination des uns et des autres. Et on va revenir sur ce point. L'auto-entrepreneuriat. Aujourd'hui, on ne peut plus penser travailler à la fonction publique. Donc, la création véritable d'emplois en permettant aux jeunes Ivoiriens en quête d'emploi d'être formés dans divers secteurs d'activité. On reviendra sur ce sujet-là. Serait d'ailleurs intéressant. Daouda, votre point de vue sur le sujet, avant de réfléchir aux solutions concrètes, j'en parlais, Marius m'a emboîté le pas, que l'État puisse, enfin l'État ne peut pas embaucher tout le monde, il faut vraiment aller à l'entrepreneuriat. Votre réaction d'abord sur le premier point, Daouda. Déjà, soyons clairs et précis. L'employabilité, c'est un véritable casse-tête chinois pour tous les gouvernants du monde entier. En effet. Ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à la Côte d'Ivoire. Et donc, les défis de l'employabilité c'est nombreux et puis c'est très complexe. Parce que, disons-le clairement, dans nos États ici, il y a un défaut de concordance entre la compétence des jeunes et le besoin des employeurs. Parce que l'État va aller chercher des investisseurs, des industries qui vont venir s'installer, mais finalement, il y a un manque de compétences. On repart donc, on peut redescendre jusqu'à le curricula de formation. Et j'en arrive. Les jeunes manquent souvent de compétences pratiques et d'expérience professionnelle. Mais une chose est sûre, il faut leur donner cette expérience, cette première expérience.
Et troisième chose, on a un système éducatif qui est toujours pas adapté. Parce que, moi je le dis toujours, dans nos systèmes éducatifs, on a un système diplômant au lieu d'avoir un système qualifiant. Ça, c'est l'autre point. Le deuxième point qui est important, c'est le manque d'accès à l'information. Je dis manque d'accès, mais c'est dans les deux sens en fait. Oui. Parce que souvent, même si l'information est là, les jeunes eux-mêmes souvent ne vont pas à la bonne information. Par exemple, on vient de créer l'observatoire. Au lieu de chercher à aller savoir où se situe l'observatoire, qu'est-ce qu'ils vont donner, même concernant la question de l'emploi jeune, où on dit qu'il y a des fonds pour les jeunes, au lieu d'aller à l'information, dans la bonne information, on préfère s'asseoir sur les réseaux sociaux pour écouter des gens qui disent « oui, ça n'appartient qu'à X ou à Y ». Ça, c'est un autre point. Et l'autre point, c'est la difficulté d'acquérir l'expérience professionnelle. Et pour ma part, et je le dis, face à ce défi de l'employabilité, je pense, si je peux emboîter le pas, en même temps pour dire que je pense que des efforts ont été faits en Côte d'Ivoire. Parce que Maître Camara, dans son discours, il le dit, aujourd'hui, des efforts ont été faits, mais on reconnaît qu'actuellement, il reste encore beaucoup à faire. Donc, il y a eu la création d'un ministère dédié à la promotion de la jeunesse. Il y a même eu une année qui a été dédiée à la jeunesse, qui s'est déclinée en programme jeunesse dont Pascal parlait. Et qui continue. Hein. Et qui continue toujours. Il y a même eu, en plus de cela, la mise en place d'une agence qui est chargée de mettre les jeunes en relation avec les employeurs. Ceux qui peuvent travailler pour des gens, l'agence existe. Ceux qui ne peuvent pas travailler, qui veulent aller dans l'entrepreneuriat, ils ont des possibilités. Très bien, on termine. Et il y a eu même l'adoption d'une stratégie nationale pour la promotion de l'emploi jeune. Il y a, en plus de cela, l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes à travers des programmes de soutien, de financement et d'incitation à l'entrepreneuriat. D'où, si Élisée était là, il allait nous parler, il allait sursauter ici pour nous parler du programme Pépite, qui est là. Donc, je veux dire... Ou du GUD. Ou du GUD, PME. Je veux dire, aujourd'hui... Les instruments de l'État sont là. Ça existe. Donc, moi, je pars d'un principe fondamental. Le fonctionnariat, la fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde, et on termine Daouda. Mais je pense qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour aider les jeunes. Il faut que les jeunes, eux aussi, les jeunes partent à l'information et que aussi le gouvernement parte sur les canaux que les jeunes utilisent pour les informer. Très bien. Herman Aboua, réaction rapide. Je vous voyais sourire un peu. Parce que quand on évoque les chiffres... Et les instruments aussi. Les instruments, toujours dit que les instruments sont toujours importants. C'est au niveau des chiffres. Vous savez, en 2019, le Premier ministre, c'était le Premier ministre Kablan Dakan. Et le débat sur l'emploi, le taux de chômage faisait court. Il avait dit ceci, qu'ils ont pu créer, de 2011 à 2019, le pouvoir en place a pu créer 2 800 000 emplois. Aujourd'hui, on est en 2024. L'inspecteur général fait son point, on est à 1 300 000 emplois créés. Environ. Donc de 2019 jusqu'en 2024. Non, ce n'est pas de 2019. Lui dit la période de 2011 jusqu'en 2023, tout à fait. Il y a 23. Il y a eu 1 million, à peu près 300 000 emplois créés. Donc le chiffre de 2019, ça veut dire que les gens ne nous ont pas dit la vérité sur certains chiffres. Parce que si en 2019, le Premier ministre lui-même dit qu'ils ont pu créer 2 800 000 emplois, et qu'on vient 5 ans après, c'est-à-dire en 2011, l'inspecteur général reconnaît que de 2011 à 2023, il y a eu 1 million, à peu près 300 000 emplois créés, c'est que les gens ont reconnu au moins que les chiffres que les gens lançaient ici et là, ce ne sont pas des chiffres vrais, peut-être que ça avait d'autres relatifs. Donc, il y a ça. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs pourquoi ils arrivent à créer un observatoire. Comment est-ce que vous expliquez, justement, si on part sur votre argumentaire, comment est-ce que vous expliquez cette déperdition, Herman? Moi, je n'appelle pas ça une déperdition. Moi, je pense plutôt que les gens ont joué à les chiffres qui n'existaient pas en réalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est le même inspecteur général qui nous dit qu'en réalité, entre 1 million, entre 2011 et 2023, on a créé 1 300 000. Des gens, au moins, il est allé prendre des sources. Les agences de sécurité sociale, si on fait la somme, est-ce que la fonction publique et les agents ont, aujourd'hui, on est à peu près à ça. Donc, il n'y a pas de déperdition. Tout était dans l'effet de communication. Selon vous, ils ont joué avec les chiffres. Aujourd'hui, on est tous d'accord que Daouda a abordé la question de l'inadéquation, formation, parce que le reproche que le secteur privé fait,
pour ne pas, qui devait être pourvoyeur d'emploi, fait, c'est que vous formez des gens qui viennent, qui n'ont pas la qualification pour l'emploi, des emplois disponibles. Ils sont obligés d'aller chercher d'autres têtes ailleurs pour pouvoir venir. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu finis, nous, on a plein de personnes qui ont fini avec leur BTS, leur licence et autres, mais qui sont sur les carreaux parce qu'en entreprise, lorsqu'ils vont faire leur stage, souvent, ils ne répondent même pas. De sorte même que certains n'arrivent même pas à avoir des stages. Mais certains BTS sont qualifiants quand même. Oui, je suis d'accord. Je ne parle pas de tout le monde. Il y a des curricula, la question des curricula. Pourquoi est-ce qu'on est dans une méthode ancienne pour même comment on appelle, évaluer nos élèves et étudiants? Qu'est-ce qu'ils savent faire au juste? Voici là la question. Et ce qu'on peut noter, c'est que les chiffres qu'on nous vendait jusque-là, ce n'étaient pas forcément des chiffres probables. Et Pascal, pendant que vous parliez, justement, Pascal me faisait des grands signes, elle voulait réagir. Pascal, allez-y. Non, je voulais juste relever à votre attention le contexte des chiffres qui sont donnés aujourd'hui ici, qui servent de base à notre émission. Ce sont 1 234 597 emplois enregistrés auprès des institutions de sécurité sociale. Et il faut savoir qu'au titre de certains décomptes, les emplois informels sont pris en compte, certains types d'emplois, une certaine panoplie d'emplois sont pris en compte. Et quand on évoque 2 800 000 emplois, ce sont certainement, je n'ai pas la source, mais je vais quand même supputer, ce sont certainement 2 800 000 emplois créés, mais pas forcément enregistrés au titre de la sécurité sociale. L'État a les moyens. Pour vous, c'est bon, c'est important de faire cette différence-là. Pour moi, c'est important, surtout qu'on reparte à ces deux chiffres et qu'on situe leur contexte. Mais Dieu merci, on a le contexte du chiffre d'aujourd'hui. De 2011 à 2023, 1 234 597 emplois qui sont enregistrés dans la sécurité sociale, c'est ce que dit le ministre, c'est peu. Il faut que les employeurs, même les employeurs individuels, vous, qui avez votre personnel de maison, etc., si tout le monde va à la déclaration de la sécurité sociale, le chiffre pourrait être multiplié par 4 ou par 5. D'où la création de l'observatoire, en réalité. D'où la création de cet observatoire. Herman, vous agissez rapidement, et puis Daoud aura la parole. Je suis heureux qu'elle mette, peut-être, c'est des supputations comme elle a dit, les emplois informels sur le compte de chiffres de 2 800 000 francs donnés par le Premier ministre en son temps. Mais moi, je pense que c'est encore plus grave. Parce que quand un emploi il est informel, ça veut dire que cet emploi il est certainement précaire. La question de la précarité d'emploi, il ne faut pas créer des emplois qui ne sont pas durables, ou bien que les gens sont des responsables de cabines téléphoniques. On va les considérer, parce qu'ils sont occupés, on va considérer qu'ils ont un emploi. Non, c'est pas peut-être son propos. Mais elle était en train de donner des éléments pour justifier plus ou moins ce que l'élément de 2 800 000 que j'ai évoqué ici, qui n'est pas de moi. Alors, la seule chose que je me suis permis de justifier, c'est le contexte de la base sur laquelle nous avons ce chiffre qu'a mis en opposition M. Aboua avec les 2 800 000 donnés. Pour les 2 800 000, on a heureusement le temps de chercher la source. Nous sommes ici à peu près tous les soirs. Bien sûr. Mais pour les 1 million et quelques, nous avons cette base, et c'est la base de l'inscription à la sécurité sociale, d'où la présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Mais on va écouter les 2 800 000, c'est le Premier ministre d'un camp. Herman, on va écouter maintenant Daouda, son propos, et ensuite Marius. Allez-y, Daouda. Merci beaucoup. Moi, je pense que j'écoute les deux, juste pour qu'on puisse comprendre. Herman, il y a un amalgame que tu fais. Allez-y, Daouda. L'amalgame que tu fais, c'est que le chiffre de 2 millions dont on parle depuis en son temps, tu ne vas pas me dire en Côte d'Ivoire ici que tu ne sais pas qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'entreprises qui ne déclarent pas leurs salariés. Peut-être même que tu as cet nounou pour tes enfants, même là, tu ne l'as pas déclaré toi-même. Donc c'est tout ce chiffre-là, justement. C'est tout ce chiffre-là. Imagine-toi, quand l'État te dit, j'ai créé 2 millions d'emplois, tu vois, mais est-ce que dans ces 2 millions d'emplois-là, tout le monde a été enregistré? Parce que le mot, il est clair, il est précis, et les mots ont un sens. Premier point. Le deuxième amalgame aussi que tu es en train de faire, justement, dans cette affaire d'employabilité, il faut sortir le contexte politique dedans. Parce que la question aujourd'hui, c'est de dire à nos jeunes, comment vous devez faire pour avoir du travail. Et il faut faire le distinguo entre travail et emploi. Et je vais être précis avec toi, je préfère prendre mon téléphone, te le lire. Selon le BIT,
Une personne en emploi au sens Bureau international du travail est une personne de 15 ans ou plus ayant effectué au moins 1 heure de travail rémunéré. Donc, les gens que tu appelles gérants des cabines, c'est un travail, Herman. Et il faut faire la différence entre travail et emploi. Et l'emploi, là, oui, l'emploi, non, c'est important parce oui, que on est, juste une question. Oui, allez-y. Ce que vous appelez gérant de cabine, donc on va dire les petites mains ou le travail informel, comment est-ce qu'on les quantifie? Non. Comment est-ce qu'on les quantifie? Et le travail également obéit à certaines règles. Bien sûr. Sont-ils déclarés quelque part? Est-ce qu'ils bénéficient de certains avantages? Mais c'est de ça qu'on parle, justement. L'observatoire. Non, c'est de ça qu'on parle. il réagit, on écoute Marius. Hein. Allez-y, Tu vois, en terminez fait, votre point. l'idée, justement, toutes ces personnes qui sont dans l'informel, le cireur, la petite vendeuse et autres, qui se fait du chiffre, mais n'est pas déclaré auprès de la CNPS. D'où la création de l'observatoire. D'où la création de l'observatoire. Et il faut l'expliquer aux gens. Et donc, il ne faut pas mettre en confrontation des chiffres de 2000 pour dire, ils ont dit qu'ils ont créé 2 millions, donc ce n'est pas vrai. Ils ont joué avec les chiffres. Ils ont joué avec les chiffres. Il ne faut pas le dire. Pas, je dis, pour moi, ça ne fait pas sérieux. Très bien. Voilà. Juste dire d'où la création de l'observatoire, mais d'où la création aussi, enfin l'incitation aussi par la CNPS à l'autodéclaration des auto-entrepreneurs. Tout à fait. Marius Komoré, c'est ce que je voulais votre ajouter. point, s'il vous plaît. Alors, moi, vous savez, la question de l'emploi en Côte d'Ivoire est une question extrêmement cruciale. Nos jeunes frères, nos petits frères, nos petites sœurs, nos frères, nos sœurs, nos enfants, pour certains, sont dans nos maisons. Les parents se sont décarcassés pour les mettre dans des écoles. Certains même ont été orientés dans des écoles de formation. C'est cela. Des écoles Les grandes écoles de formation. Ils s'en sont sortis avec soit des BTS, des masters, et quelqu'un qui a un master 2 qui est à la maison, couché, à ne rien faire depuis des années. Est-ce qu'il ne faut pas justement revoir les curricula? On en parlait, je pense que c'est Daouda et Herman qui ont évoqué la question. Tu permets, Marius me permet, je voulais juste vous faire une voyez, question. le seul problème qu'on a, c'est ça. J'ai dit, allez-y. quand vous parlez, on se tait, on vous écoute. Allez-y, Marius, quand nous prenons la parole, vous nous interrompez de sorte à nous empêcher de développer. Allez-y, on est en train de parler de la vie de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs qui sont à la maison, Marius, qui ne travaillent pas. Marius, justement. Vous travaillez. Allez-y. Vous avez un salaire et vous êtes heureux. Et on est assis sur un plateau, on pose un problème sérieux. Mais il faut éviter de donner l'impression que les choses vont bien. Les choses ne vont pas bien en matière d'emploi en Côte d'Ivoire, monsieur. Allez-y, Marius. D'accord. Voilà, vous travaillez. Comme moi, je travaille. Mais tous ces millions d'Ivoiriens qui sont assis dans nos salons, qui sont nos enfants, qui sont nos petits frères, qui ne travaillent pas, il faut qu'on trouve des solutions en disant à nos gouvernants d'aller au plus pressé. Très bien. Le plus pressé pour nous, c'est de mettre en place, ce n'est pas à vous de poser des questions, monsieur. Il faut mettre en place des mécanismes permettant, justement aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même si l'État ne peut pas avaler la masse de jeunes en quête d'emploi, mais il faut mettre en place des mécanismes pouvant leur permettre de se prendre en charge, justement, de s'autofinancer, comme ça se fait ailleurs. Parlons des Et mécanismes. tous ont fait des études en Europe. Ils ont bénéficié des sécurités sociales. Ils ont bénéficié de tout ce que les États ailleurs ont mis à leur avantage pour faire des bonnes études et revenir en Côte d'Ivoire. C'est qu'ils ont bénéficié là-bas. Ils peuvent mettre ça en place ici. J'aimerais poser une question, Marius. Je vous écoute. On parle justement de mettre des mécanismes. Nous sommes tous à la réflexion. Bien entendu. Pour trouver des solutions. C'est ce qui nous intéresse. Le point énoncé par Daouda et surtout mentionné par Herman, ils ont parlé des curricula de formation. Est-ce qu'il ne faut pas revoir certaines choses dans notre formation? On apprend peut-être des choses à l'école qui ne sont peut-être pas utiles pour avoir du travail. Est-ce que ceci fait partie de votre argumentaire, Marius, si on va à Je suis désolé. Moi, je suis en contact en ma qualité de leader d'organisation de consommateurs avec une multitude de chefs d'entreprise qui mettent sur le marché des biens et des services. Il y a un opérateur, et non des moindres, dans la grande distribution, le deuxième que la Côte d'Ivoire ait connu. Une fois installé, avec justement ses offres et ses services, eh bien, dans les échanges que nous avons eus avec lui, nous a dit que de toute sa carrière professionnelle, partout où il est passé, en Asie, en Europe, il n'a jamais vu dans un pays où il a une masse de population assez qualifiée pour certains emplois ou ailleurs. Son entreprise a dû, son entreprise a dû former ces jeunes gens. Et en Côte d'Ivoire, eh bien, nous avons
une véritable masse d'Ivoiriens bien formés, bien qualifiés. Mais on ne parle pas de formation, on ne parle pas de formation qualifiante sans permettre à ces jeunes gens d'avoir un accès à l'emploi. Et donc, pour nous, le combat tend justement à mettre la pression, parce que c'est notre rôle en tant que société civile, de mettre la pression sur l'État pour régler obligatoirement la question, parce qu'ils sont gouvernants pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent à nos enfants et à nous-mêmes. Merci beaucoup, Marius. Écoutons Herman. Alors, pour vous, les curricula ne sont pas un souci. Herman, vous avez la parole. Non, moi d'abord, je voudrais faire noter que Daouda, qui aime bien parler de contorsionnisme intellectuel, tout à l'heure, il est allé dans le même créneau, hein, parce que je trouvais aussi des éléments de langage devant des éléments probants, c'est souvent difficile. Je vais revenir sur un fait. Allez-y, allez-y. L'inspecteur Camara, l'inspecteur général, quand il faisait son point, il a donné des éléments. S'il nous avait déjà situé... C'est Maître Camara, parle du ministre. Oui, non, l'inspecteur. L'inspecteur, ah oui, tout à fait. Oui, Kassim Koulibaly, plutôt. Voilà, le ministre ne nous donne pas les chiffres de 2010, puisqu'il parle de 2011 qu'en 2023. Peut-être ça nous aurait permis d'apprécier et j'allais comprendre le point de Pascal. Lui, quand il est venu, quand il fait son point, il ne nous dit pas que c'est... Non, il a donné les emplois qui sont... des emplois qui sont fiables, les effectifs qui sont... Oui, mais c'est ça qu'on appelle... Sinon, les personnels de maison, il y en a qu'on paye à 25 000 francs, il y en a qu'on paye à 30 000, on les paye en dessous du... Le cireur, il fait 200 francs. Aujourd'hui, il cire une paire de chaussures, on ne va pas comptabiliser ça comme des emplois. Donc, quand on parle de taux de chômage, quand on met tout ça dedans... Mais Marius a parlé des gens qui ont des masters en criminologie, qui ne font rien, ou bien qui s'en vont... Ce n'est pas de leur bon gré qu'ils vont être gérés des cabines ou bien travailler dans un restaurant pour laver des assiettes. Il faudrait prendre la question des emplois de nos jeunes de façon urgente et régler la question. Si vous créez, c'est pourquoi on parle d'adéquation, formation et emploi disponible. Si vous avez formé des gens pour faire criminologie, vous-même vous choisissez des effectifs. Quand ils ont vu finir d'avoir leur bac, c'est vous qui les orientez où vous voulez, en fonction des effectifs disponibles. Il faut tenir compte des emplois disponibles pour prendre tel ou tel dans un emploi. C'est comme ça. Si, mais pourquoi est-ce que ceux qui sont par exemple en médecine ou bien des avocats, on a besoin d'un grand nombre d'avocats aujourd'hui, mais on n'a seulement que 500 avocats au barreau. On n'a même pas de professeurs de on doit pouvoir prendre des jeunes là. Il y a plein de juristes dans ce sens-là. Mais on refuse de les prendre parce qu'on fait une politique de gestion, je ne sais quoi. Très bien. Mon point, je reviens, quand on finit de faire ce tableau-là, je vous en prie, allons au projet de solution que vous auriez. Daouda, allez-y. Okay, merci beaucoup, Christelle. Je pense qu'il faut être l'intellectualité... Être intellectuel, ça demande d'être honnête aussi. Et l'honnêteté, c'est de dire... Tout le monde est honnête, enfin. C'est ce que je dis. C'est mon point sur la question. Bien sûr, il faut rester honnête. Et comme je l'ai dit dans mon point que j'avais fait auparavant, ça me pousse encore à revenir en arrière pour venir expliquer certaines choses. Comme je l'ai dit, le défi de l'employabilité en Côte d'Ivoire, pour ça, l'État de Côte d'Ivoire a mis des choses en place. Des outils. Il y a des outils et il y a des canaux qui existent. Je suis surpris quand on me dit que... ils estiment que ça ne marche pas, enfin, ça ne produit pas les résultats escomptés. C'est leur opinion. Je pense que j'ai mon opinion. Bien sûr, allez-y. Voilà. Bien sûr. On me parle de criminologie. Mais aujourd'hui, regardez l'Allemagne. Oui. Regardez la France. Sur quoi ils se fondent pour booster leur employabilité? C'est sur le secteur éducation, formation, notamment l'enseignement technique et la formation professionnelle. Lui-même, tout à l'heure, parlait du ministre Kofi Nguessan. Vous parlez de Marius Komo. Oui, Marius Komo, il parlait de Kofi Nguessan, qui a mis tout un mécanisme en place. Il est même allé à Polytechnique, il est même allé en France pour aller s'inspirer de leur système. Parce que pendant des années en Côte d'Ivoire, les gens nous ont fait croire que le travail manuel, là, c'était un travail de seconde zone. Il a fait mieux. Il a fait partir une délégation de jeunes Ivoiriens, je crois que ça en est à sa 2e édition, en immersion dans des entreprises techniques ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas la parole. Hein. Oui, c'est toujours Daouda qui a la parole. Ce que je veux dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a tendance à montrer aux gens que faire de la plomberie, c'est un travail de seconde zone. Faire de la soudure, c'est un travail de seconde zone. Or, dans des pays comme l'Allemagne, qui sont un pays industrialisé, ce sont ces secteurs-là qui sont apporteurs d'emplois dans leur système. Mais je le dis,
Et je vais aller plus loin. terminer. Oui, pour terminer, comme je l'ai dit, poussons les jeunes, nous sommes sur un média, poussons les jeunes à aller vers les institutions que l'État a mis en place pour les éprouver, pour les tester, pour dire je suis parti, j'ai testé, ça a marché ou ça n'a pas marché. Il Très y a bien. des investissements qui sont faits. Il ne sert à rien de venir Merci, Daouda. s'asseoir devant les gens, dire c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais ayez l'honnêteté de dire ce qui a été fait d'abord. Le coin qui n'a pas marché, dites ici ça n'a pas On marché, termine, Daouda. ou bien ici on devrait améliorer comme ça. Il On ne faut pas termine. critiquer pour critiquer. Très bien. Je voulais avoir des solutions, apparemment. Mais Vous moi, êtes je- resté voilà, dans les la solutions. critique. Oui, on a vu que vous avez parlé des instruments de il y l'État. a Il des fallait instruments que qui sont là. voilà, les jeunes aillent vers. Il faut adapter L'industrialisation, il parlait de tout Est-ce ça. que je vous donner la parole? Christelle, je te vois venir, toi tu as envie de couper ici. Aujourd'hui, vous l'avez raté. Si tu peux me donner la demi-seconde de la seconde. C'est pas moi. De la seconde, Herman. Vraiment Ok. rapidement. Ok, Et moi, rapidement. vous ne m'avez pas encore demandé mes solutions, mais je n'ai pas la parole. Mais si vous avez des solutions, gentille, hein, allez-y. Rapidement. Oui. Mais lorsque Daouda parle des plombiers et autres, mais non, c'est avant la fin de la formation d'un individu qu'on lui dit, il choisit. Exactement. Mais tu ne peux pas me laisser terminer un master en criminologie et que tu dis que ça Mais ne Emma, sert à ça veut rien, dire que tu ne mais tu veux m'écoutes m'orienter pas. maintenant. Allez, Emma, laisse-moi terminer. excuse-moi, tu m'écoutes Laisse-moi pas. terminer rapidement. Tu ne m'écoutes pas. Laisse-moi Non. terminer. Si tu Et m'avais- tu me demandes maintenant d'aller être plombier. Daouda, Pour finir Daouda, ça, Daouda, les solutions écoutez, qu'on peut Daouda, proposer Daouda. aux populations, au Écoutons-nous. gouvernement, les solutions qu'on peut... Mais c'est toi qui ne m'écoutes pas, tu Herman, dis moi qui avais la parole. Herman. Rapidement, je parle maintenant d'un truc. Il y a l'industrialisation. Oui, Aujourd'hui, d'accord. si on fait en sorte que l'industrialisation est opérationnelle Oui, et que ce secteur industriel-là va créer beaucoup d'emplois. très bien. Merci. En La fait, mécanisation de notre agriculture, lui, il parlait des gens qui les producteurs, un Herman, gars. c'était la seconde. Hein. Ok, En j'ai fait, terminé. non, là, La- je la- peux- si vous le Non, non, permettez, non, On- ça va pas on faire peut jeu. pas, Moi, on peut Christelle, pas, on non, peut pas. Je Christelle, vous en prie. je vous serai en prie. discipliné. On C'est ne peut un pas. seul point. On ne Christelle, peut faut pas pas lui donner la parole. puiser Pascal veut parler. C'est toi qui dirige le plateau maintenant. le sujet ne peut pas être épuisé aujourd'hui. Franchement, il faut lui dire ça. Non, mais Herman, arrêtez. Parce que si tu prenais la peine d'écouter, je t'ai parlé de réforme du système Daouda, éducatif. qui vous a pris la placé en parole? même temps. Daouda. J'ai pas Marius, plus. s'il Oh, vous plaît. vraiment. On doit aller à la CEDEAO. C'est un sujet qui vous intéresse. Absolument. Moi, la S'il- CEDEAO. S'il vous plaît, c'est un sujet qui vous intéresse. Pascal, c'est pas la demi-seconde, c'est la vraiment demi de la demi. la demi de la demi, vraiment. je vais faire Et on très part vite. à la CEDEAO pour comprendre un peu ce qui s'y passe. Je vais Allez-y. faire très vite. Je sais qu'il y a de nombreux jeunes qui nous regardent, qu'il y a des téléspectateurs qui ont leurs enfants, vous le disiez, Bien à la sûr. maison, qui ont Nos des petits masters, frères, qui nos ont des enfants, nos licences, qui ont petites des BTS. Il y en a parmi qui ont du travail, qui sont employés, qui font de l'auto-entrepreneuriat. Le CPC a donné les chiffres, ils sont très encourageants sur la création d'entreprises en 2023. Je ne les ai pas exactement, mais on a une hausse exponentielle. Très rapidement, ce que dit Herman sur la reconversion, c'est dangereux. Si vous avez un master en criminologie ou en géographie et que vous vous dites on m'a laissé arriver à la fin de ma licence et que je ne ferai pas de reconversion, vous vous mettez, vous tirez une balle dans la tête. La reconversion, c'est aussi ça la clé, parce que quand vous avez un niveau intellectuel tel, oui, vous avez dit pourquoi on le laisse terminer. On termine parce que... Donc la reconversion fait aussi partie des solutions. Mais très rapidement, on a parlé du GUD PME de Pépite. L'agence emploi jeune, combien de jeunes en Côte d'Ivoire Et Daouda en sont parlait tout à référencés à l'agence emploi jeune, pardon, et en numéro d'adhérents à l'agence emploi jeune, sont abonnés aux pages de l'agence emploi jeune et ont tous les jours les offres d'emploi. Les entreprises vont à l'agence emploi jeune, déposent leurs offres d'emploi, sont en quête de jeunes et parfois pour des qualifications qui sont disponibles, mais personne ne vient, Très ou bien. presque. Il y a des fonds qui sont disponibles également. Startup Boost Capital, 1 milliard pour les jeunes dans le secteur de l'innovation numérique. Il y a le fonds pour la culture qui vient d'être créé, 1 milliard également. On pourra pas tout mais on ne donner. pourra pas tous les citer. On ne pourra pas tous. Si on ne va tous pas à les citer. l'info, Mais tout ce qu'on vous recommande, c'est que cet observatoire-là puisse donc travailler à l'effet de collecter les informations et que les politiques soient mises en place pour que les jeunes de Côte d'Ivoire puissent avoir du travail. Et ces jeunes-là, quand ils auront du travail, ils pourront donc aisément, n'est-ce pas, circuler dans la CEDEAO. Et pourquoi nous en parlons? Parce que un certificat d'origine électronique pour faciliter les échanges dans l'espace CEDEAO. Notre très cher CEDEAO, messieurs et dames, de concert avec ses partenaires, a lancé un document qui vise à faciliter les mouvements, les échanges commerciaux entre les États membres et qui sera mis en œuvre dans 4 États pilotes, donc la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal et le Nigeria. Marius Komoé, réaction rapidement sur ce point. Alors,
La CEDEAO, libre circulation des biens et des personnes. Un certificat d'origine voilà, électronique. Hein. C'est dans le même sens. Mais le Selon vrai problème, c'est que nous, Côte d'Ivoire, nous sommes de très bons élèves de l'application des tests communautaires. Cette décision a été prise le 29 mai, Marius. Oui, bien sûr, mais ne perdez pas de vue que plusieurs tests réglementaires de la CEDEAO régissent justement les rapports des États membres. Très bien. Mais dans l'applicabilité, dans l'application, il y a problème. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, par exemple, je vous prends un exemple parmi tant d'autres. On va aller rapidement. Sous la gouvernance du président Wade, mais le monsieur a pris un texte au Sénégal qui interdit l'entrée des huiles, interdisait l'entrée des huiles ivoiriennes sur le sol sénégalais. Pourquoi cet exemple et on termine avec? Et puis, il n'y a pas même, j'allais encore prendre d'autres exemples encore. Revenons sur l'exemple. Mais bref, nous pensons qu'une telle initiative est toujours salutaire. Oui. Mais dans l'application, nous restons toujours avec beaucoup de réticence, de scepticisme. Daouda, votre point sur le sujet? Moi, comme Marie, je suis très sceptique parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça va changer. Non, parce que ça va faciliter les déplacements, ça va rien faciliter. Ça va rien faciliter. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'on a la zone de, comment on appelle ça, de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Ouais. Mais ça existe, ça a été créé par l'Union africaine. Oui, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça a apporté concrètement? Parce que finalement, il y a une complexité entre, comment on appelle ça, les différents pays africains. Une complexité. Quand je parle de complexité, je vais vous prendre un exemple très banal. Supposons que nous sommes tous présidents d'un pays ici et que moi, chez moi, président de pays? Oui, président de la Côte d'Ivoire, prochainement, Inch'Allah. Si moi, je produis des mèches humaines, chez moi par exemple, et que toi, tu viens du Burkina, ou bien que toi, tu viens du Mali, mais que chez vous, elle va acheter des mèches humaines chez vous là-bas. Très bien. En passant chez Herman, elle paye la douane à 100 000. Or, chez moi, la douane, c'est 200 000. Mais au-delà du fait que la douane, c'est 200 000, mais je produis ces mèches humaines-là. Donc, techniquement, il y a une complexité dans le transport, finalement. Donc, chaque pays, il faut une véritable volonté politique pour qu'on puisse arriver à, comment on appelle ça, à une certaine synergie, une certaine convergence. Ça ne peut pas... Moi, sincèrement, je n'ai pas... On ne dit jamais, jamais, mais vraiment, j'ai de grands doutes sur ces... Comment on appelle ça? Ils ont appelé ça comment là? Le truc numérique. Le certificat numérique qui va aider, même si c'est un truc pilote, mais déjà, ça fait des années que la ZLECAf se bat, fait mains et pieds pour qu'on puisse avoir libre sécurité des personnes, mais ça ne réussit pas. Je rappelle que la décision a été prise le 29 mai, donc pratiquement hier, hein, et que les 4 pays pilotes sont déjà connus, ils vont tester cette application-là. Pascal, votre réaction? Oui, non, mais je crains de ne m'inscrire également que dans un presque non-événement. J'avoue que l'expérience CEDEAO, je l'ai peut-être expérimentée dans un pays de la sous-région que je ne citerai pas, avec ce qui ressemblait, ce qui était précurseur de la ZLECAf, puisque c'est ça aussi le but. Hein. C'est cela. C'est tous les documents préparatifs pour faciliter cette fameuse zone de libre-échange économique africaine. Et cet instrument électronique-là qu'ils mettent en place, j'imagine bien que c'est un document administratif de facilitation. Pour moi, il n'y avait vraiment pas besoin de faire grand tapage. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la ZLECAf à venir ou en construction, et les zones franches qui existent déjà dans des pays pour faciliter les taxes et puis l'expansion industrielle ou commerciale, économique dans certains secteurs se ressemblent un peu. Les États n'ont même pas encore fini de peaufiner cette notion-là, cette application de facilitation, cet instrument d'attrait des investisseurs, que déjà on passe à la ZLECAf, certes. Ça peut être intéressant. Pour moi, l'angle sur lequel devrait travailler la CEDEAO, si elle a à cœur de faciliter le libre-échange, on parlait des jeunes, mais moi je rêve de voir des jeunes Ivoiriens qui, au lieu d'aller à Dubaï faire des achats, vous parliez d'achats, mais auraient une telle baisse sur les taxes aéroportuaires, sur la vraie réalité de libre circulation en voiture, en camion, en car, même au niveau des visas, on en parlera tout à l'heure. Et que les jeunes de ces pays-là fassent un vrai mixage, un vrai métissage économique, et que là, on se rendrait bien compte que le commerce intra-régional est vraiment le bâton de pèlerin qu'a pris la CEDEAO. Et là, oui, je comprendrais ces efforts. Cette décision-là. Herman, votre point. On aime tous les instruments, donc c'est un grand pas, en effet, donc vous saluez cette décision vers les libres échanges.
Mais moi, je me pose une question. Est-ce que nos États africains, si on veut prendre de façon communautaire, les chefs d'État, les États de la CEDEAO veulent véritablement une communauté économique? Pourquoi cette question? Parce que d'abord, il faut noter que la CEDEAO, pour la plupart, on reconnaît la CEDEAO, on voit la CEDEAO intervenir beaucoup sur des questions d'ordre politique le plus souvent. Mais les pas qu'il faut faire en termes de facilitation économique, qui est l'objectif même, parce que quand on dit CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on ne voit pas ça. Aujourd'hui, elle évoquait, mais Daouda l'a dit entre autres, mais l'harmonisation des tarifs douaniers, c'est ce qui va faire en sorte que... Parce qu'un véhicule qu'on peut avoir au Togo à 2 millions, en Côte d'Ivoire, ou wherever dans la sous-région, on peut avoir ça à des prix 3 fois moins ou 3 fois plus. C'est pour dire que les gens n'ont pas encore cette volonté-là. Chacun des pays de la CEDEAO chérit un peu ses, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ses prérogatives. Donc, on cherche même, les gens cherchent un leadership dans la sous-région chacun, mais non pas forcément aller dans cette volonté ferme, affirmée. Mais est-ce qu'avec cet instrument-là, on ne pourrait pas justement aller à ce que vous dites? Si on veut venir même aux citoyens, qu'on parlait de libre-échange, libre circulation. Mais un Ivoirien, il peut avoir des facilités, un étranger en Côte d'Ivoire peut avoir des facilités ici, à circuler avec des instruments. Marius parlait de nous, on respecte, on est de bons élèves, on respecte les tests. Ah oui, mais le même Ivoirien va aller au Sénégal ou bien au Mali, en Guinée. C'est toute une autre réalité. Tu te demandes bien si les gens vous reconnaissent. Donc, c'est un peu ces éléments-là qui bloquent la volonté d'aller au libre-échange. Au total, vous ne croyez pas à ce nouveau... On veut voir cela, mais on ne voit pas comment ça va se faire si chaque État n'est pas sincère. Très bien, Herman. Je voulais juste dire une chose. Marius. Tout récemment, on nous a annoncé qu'en Côte d'Ivoire, désormais, les autres populations des autres pays de la CEDEAO, non, de l'UEMOA, peuvent venir s'implanter en Côte d'Ivoire en ouvrant des officines de pharmacie. Mais vous pouvez imaginer un Ivoirien aller ouvrir aujourd'hui une officine de pharmacie ailleurs dans la sous-région? Vous contestez cette décision-là? Je trouve ça inacceptable. Dès lors que ce n'est même pas envisageable dans les autres pays. Et que lorsqu'on parle de préférence nationale, les gens voient en cela des gemmes de xénophobie. C'est toutes ces questions-là qu'il faut voir. La préférence nationale a déjà créé des choses en Côte d'Ivoire. Mais oui, mais c'est justement... Je veux dire, les gens veulent nous compléter sur certains aspects de notre vie, pendant qu'ailleurs, l'Ivoirien est confronté aux vraies réalités des préférences de ces nationaux, la préférence à ces nationaux dans leur pays. Quand tu vas aller au Mali, clairement, les Maliens vont te dire que le Malien d'abord. Mais nous, on a peur de cela. Or, on a le plus gros taux d'immigrés en termes d'étrangers dans la sous-région. On a près de 30% d'étrangers officiellement dans nos pays. Donc, pourquoi ces questions-là nous font peur? Je reviens pour dire que le 29 mai, la CEDEAO a décidé donc de mettre en place... C'est ça. de mettre en place ce certificat d'origine électronique pour faciliter les échanges dans l'espace CEDEAO. Juste après, on parlera des billets, des tickets du match Côte d'Ivoire-Gabon disponibles et on parlera aussi, pourquoi pas, d'autres choses que vous aimeriez. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Nous sommes de retour sur ce plateau pour toujours continuer à parler des sujets et d'autres. Et on commencera à parler sport. Eh bien, les tickets comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 entre la Côte d'Ivoire et le Gabon sont disponibles. Il faut rappeler que le match se jouera donc au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Et les tickets, voilà, on part de 3 000 francs jusqu'au VIP qui est à 150 000 francs CFA. Herman. Non, moi je pense que déjà, les tickets, je ne crois pas que le prix est abordable. Maintenant, il faudrait que le prix, les tickets là, soient disponibles au point de vente. Pour ne pas qu'on ait un remake de ce qu'on a pu observer au début de la CAN. Mais moi, par rapport à ces matchs-là, je crois que ça va permettre de faire vivre nos infrastructures. J'ai appris aussi que le Bénin jouera ses matchs officiels en Côte d'Ivoire, à cause de ça va faire vivre nos infrastructures, pour ne pas que ces infrastructures ne soient pas, ne soient pas occupées. Et mieux, je voudrais que la Fédération ivoirienne de football voit avec l'État pour que les matchs de Ligue 1, aujourd'hui Ligue 2, qui est très en vue, grâce à
aux efforts de l'Africa, qui a relevé quand même la Ligue 2, que ces matchs-là se jouent sur les... On a des stades officiels. Très bien. On ne va pas rester là à jouer nos ligues professionnelles de premier rang dans des stades, sur des terrains qui ne sont pas forcément des terrains... Dans la poussière. Marius Komoui, mais enfin, vous n'aviez pas la parole. Voilà. Donc dans la poussière, c'est ce que vous disiez. Non, je n'ai pas dit la poussière, mais ça peut compléter. Ça peut compléter, là. C'est plutôt lui qui l'a dit. Oh là là, très bien. Mais nous a rejoint sur ce plateau M. Gagou Yaovi. Il est professeur titulaire à l'Université de Picardie Jules Verne, ami en France. Et on parlera d'un sujet important d'énergie renouvelable tout à l'heure. Mais j'aimerais avoir le point de vue de Pascal. Les tickets sont disponibles. Comment est-ce que vous réagissez aux différents prix ? Vous avez regardé? Oui, je suis encore tout émue là, de voir les tickets de la CAN. C'était le match Côte d'Ivoire versus Guinée-Bissau. Je remercie la régie de nous avoir pas mis le match Côte d'Ivoire versus Mali. Guinée équatoriale. Oh. Et j'ai le cœur qui bat la chamade comme ça quand je vois les 3 étoiles. Vous voulez bien nous remettre les 3 étoiles que je puisse nous Pascal, répondez à ma question. Laissez les tickets, je vous en prie. Non, mais je suis contente que ça se passe à Korogo. Oui. Ça fait vivre les régions. Et puis... Très sincèrement, ces stades sont magnifiques. Vous dites qu'il faudrait que les tickets soient disponibles. Je veux dire, à un moment donné, le stade, il a une capacité. Hein. Cette capacité-là, elle sera atteinte. Donc, il faut aller chercher ces tickets. 10 points de vente à Korogo même. Ensuite, à Abidjan, dans... Bouaké, Yamoussoukro. Donc, on a... Alors, si je lis le communiqué, le mot de la FIF, je crois qu'il n'y a pas de ticket électronique cette fois-ci. Tous les tickets sont en version physique. Très bien. Donc, ils seront disponibles jusqu'à saturation de disponibilité. Ce que ça fait vivre derrière, eh ben, c'est ces infrastructures, certes, mais c'est l'économie locale. Ouais. Et puis, c'est la joie de savoir, et je salue mes amis gabonais avec qui j'ai parlé tout à l'heure, la joie de savoir qu'on va leur démontrer encore une fois, à l'occasion de ces 3e journées de la éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, qu'on a encore la veine de champion, du sang de champion qui coule en nous. Très bien. Marius Komoé, on part à Korogo pour ce match-là, avec des tickets qui vont, je le dirais, la catégorie 2, c'est 2500, catégorie 1, 10 000, 50 000 hospitality, VIP 100 000, VVIP 150 000. J'allais dire, belle initiative de la Fédération ivoirienne de football et son comité directeur présidé par notre cher aîné Idriss Diallo. La FIF de la FIF, pardon. Vous parlez de la FIF. Oui, belle initiative de la FIF de délocaliser justement cette rencontre dans une des villes du nord du pays et non pas les moindres. Et je pense que, comme l'a dit Pascal, ça va faire vivre l'économie de la ville de Korogo, mais surtout, ça va permettre aux populations de Korogo de renouer donc avec la pratique du sport de haut niveau, la pratique du bon football à travers une équipe nationale qui de plus en plus nous donne satisfaction. À la suite donc de la CAN, on a vu déjà les compétitions, les matchs amicaux déjà joués contre la France, mais également contre... c'était le Bénin. Non. Après la France, on avait rencontré Oui, l'Uruguay, c'est ça? Allez-y. C'était bien ça? Et donc, 2 matchs qui nous ont donné assez de satisfaction. Très bien. Et nous pensons donc qu'au niveau des tickets, eh bien, les prix sont abordables, puisque en fonction des catégories, en fonction des pouvoirs d'achat des populations et au regard de l'enquête menée certainement par le comité exécutif de la FIF dans la région, eh bien, on s'est rendu compte que les prix pourraient naturellement permettre aux populations de cette région et des régions environnantes de pouvoir naturellement converger comme un seul homme vers la cuvette du stade de Korogo. Daouda, l'ambiance de la CAN, on va la retrouver. Il y aura forcément des convois d'Abidjan qui donc, vont se diriger vers Korogo. On a les prix, on n'a pas de vente bio cette fois-ci. Les tickets également sont vendus ici à Abidjan. Daouda, réaction sur tout ceci? Non, moi déjà je suis satisfait que Korogo a été choisi pour abriter ce match de la trêve. C'est quelle trêve? Je ne maîtrise pas trop. La trêve internationale. La trêve internationale. Oui. Parce que Korogo a été la ville qui n'a pas pu bénéficier du sacre des éléphants pendant la plus belle CAN jamais organisée. Vous vous rappelez, après la débâcle de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale, on a commencé à gagner nos matchs d'abord à Yamoussoukro face au Sénégal. Après, nous sommes allés à Bouaké face au Mali. Et on est revenu à Abidjan. On n'a pas allé à Korogo. Et je pense que le fait d'avoir choisi Korogo, c'est vraiment judicieux, c'est justifié parce que tous les Ivoiriens
aurait voulu porter les éléphants pendant cette CAN-là. Maintenant, pour les tickets, je vois que, bon, on s'inquiète, c'est normal, parce que quand on sait ce qui s'est passé la dernière fois avec les tickets à la FIF, ou des vigiles, ou des techniciens de surface, ou n'importe quelle personne vendait des tickets à la sauvette, vraiment, on n'a pas envie d'assister à cela. Mais par ailleurs, j'aimerais dire aux Abidjanais, pour une fois, s'il vous plaît, même si c'est le week-end, contentez-vous de rester à Yamoussoukro ou à Bouaké, n'allez pas à Korogo. Mais pourquoi? Non, je le dis parce que le stade, c'est rien que 20 000 places. Les gens de Bouaké, les gens de Korogo, les gens de Ferkessé-Dougou, les gens de Boundiali, de Wangolo-Dougou, il faut leur laisser cette priorité-là de porter nos éléphants. Parce que si les Abidjanais vont s'ajouter, je vous assure, Herman, au stade de Bouaké où j'ai été, il y avait un contexte. Au-delà du sport, il y avait un contexte sociopolitique qui était un peu bizarre. Donc, on était à Bouaké. Pour dormir, je vous assure que pour certains parmi nous, on a dû dormir dans des hôtels. Non, bon, dans des hôtels vraiment pas très bons, quoi. C'était juste, on va dire, c'est juste l'amour de la patrie. Hein. Oui. Il fallait supporter ça, justement, pour soutenir les Oui, on a éléphants soutenu. d'Aouda. Donc, c'est pour cette raison que je dis, laissez les gens du Nord, Korogo, surtout qui n'ont pas bénéficié du sacre des éléphants. Il ne faut pas Voilà. risquer d'avoir un stade déjà vide. qu'il y a- Dans tous les cas, Donc, tu estimes qu'ils n'ont pas 3 000 francs? Je ne dis s'il pas vous plaît. non, Non, dans mais nos pourquoi régions. est-ce que tous les mêmes sujets Certains se nous font d'audience. Non, mais Herman, il m'en veut terriblement, même le jour de mon anniversaire. C'est ton anniversaire. Même le jour, il m'en veut. Je suis avec toi. non. Pas du tout, Daouda, pas du tout. On rappelle aussi, parlons foot, que la paix est revenue dans la maison Feka Foot. Absolument. Le ministère des Sports est au fils, donc Le président diable a été vaincu. de la fédération, se sont donc entendus, et on a entendu un mot, il y a eu le même une réunion, conseiller, L'inspecteur. voilà, qui disait Tolo, le diable Tolo. a eu Non, c'est tort. pas lui. Non, c'est pas l'inspecteur. Ah, l'inspecteur Je crois qu'on général. s'est conseillé. Aujourd'hui, c'est l'inspecteur. Tolo, qui c'est un arrive. conseiller. Voilà. Il a dit que les démons les avaient visités un moment. Mais bon, aujourd'hui, Il a dit quoi? Il n'a rien dit. Les démons les avaient visités. Très bien. Ah. Daouda, il n'a rien dit. Le diable a visité Il n'a certains en rien Côte dit, d'Ivoire. Daouda, s'il vous plaît. Le démon a visité au Cameroun. On C'est fait- vraiment la belle famille. Daouda. On finit donc ce point, messieurs. Et je rappelle que nous avons parmi nous le professeur titulaire à l'Université de Picardie, Jules Verne, qui est à Amiens, en France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous aimez le football? Oui, bien sûr. Forcément. Depuis la France, nous avons supporté l'équipe de Côte d'Ivoire. Ah, Et on était vraiment très heureux. Donc, c'est c'était très gentil. bien. Merci beaucoup. Bravo aux footballeurs. Et justement, on Bravo comprend au staff. pourquoi il y a donc cette coopération scientifique entre l'Université de Picardie et l'Université Félix Houphouët-Boigny. À l'effet justement de trouver, de mettre en place un pont pour impacter les politiques en matière surtout d'énergie renouvelable. C'est ça. Pour nos concitoyens qui nous regardent partout dans le monde, c'est quoi une énergie renouvelable? C'est un terme à la mode en ce moment. Oui, oui. Allez-y. D'accord. Alors, une énergie renouvelable, c'est une énergie presque naturellement accessible à tout le monde. Alors, l'énergie renouvelable aujourd'hui est basée sur 3 sources d'énergie. Il y a le soleil, il y a l'eau, il y a le vent. Vous voyez, Le soleil, donc, l'eau et le vent. Voilà, donc ça c'est en fait c'est le b.a.-ba. Donc à partir donc, du soleil, on peut créer des structures qui nous produisent de l'électricité, donc normalement gratuitement. Donc à partir du moment que le système est mis en place avec les énergies donc, de type soleil, on n'a pas besoin de grand-chose autrement. Surtout Donc, en Afrique de l'Ouest, le soleil est très dangereux, voilà. très généreux, j'allais Nous dire. sommes dans la zone subéquatoriale, Oui. la plus ensoleillée du monde. Donc, on ne peut pas rester les bras croisés alors que la planète se réchauffe et de regarder les choses et subir donc, ce réchauffement climatique en Afrique. C'est cela. Là, il faut qu'on se réveille parce que là, actuellement, donc, les pays occidentaux ils sont en panique. C'est eux qui sont les gros pollueurs. C'est ça. Et nous, on va subir les conséquences du réchauffement climatique parce Très que bien. tous les paramètres montrent que ça se réchauffe plus vite que prévu. Donc, à cause de nos habitudes de consommation d'énergie sur la Terre. Et c'est justement Donc, pour cela c'est que ce vous êtes qui en veut- Côte d'Ivoire, Voilà. parce que le 21 octobre 2024, il y aura ce congrès international de physique sur les énergies renouvelables C'est ça. entre les 2 universités. Herman, vous avez une question? J'ai 2 petites questions. Allez-y. Ouais. La première, c'est quelle est l'urgence qui est signalée de sorte à faire en sorte que, de sorte à ce qu'on parte aux énergies renouvelables
pour parler de transition énergétique. Oui, c'est ça. Maintenant, la deuxième question, j'étais récemment au Mix énergétique à Lyon. C'était la question de la transition énergétique et autres. On voit que les pays occidentaux, européens, qui ont, je veux dire, qui ont moins de mois de soleil, pensent comment on appelle, à l'énergie renouvelable déjà dans les innovations technologiques. Qu'est-ce qui fait qu'en Afrique, on a du mal à progresser dans ce sens-là? Est-ce qu'aujourd'hui, les politiques ne freinent pas eux-mêmes par une certaine faiblesse en termes de volonté politique, ne freinent pas eux-mêmes la transition énergétique? Oui. Alors, merci pour votre question. Vous savez que donc, en matière de recherche, il y a donc toujours l'investisseur qui attend un retour sur un investissement. Oui. Alors, donc, ce que je peux vous dire, par exemple, je vais donner un simple exemple. Il y a donc tous les systèmes de refroidissement que nous avons dans nos maisons. Par exemple, le climatiseur ou bien donc, les systèmes de refroidissement dans les voitures sont basés sur des gaz. C'est ça. Les gaz sont des polluants, c'est-à-dire de la fabrication jusqu'à la mise en utilisation, c'est des polluants. Ils créent donc l'effet de serre, c'est-à-dire ils créent une certaine pollution de l'atmosphère qui freine le rayonnement solaire, qui ne retourne pas dans l'atmosphère. Ça veut dire qu'en réalité, la chaleur, la radiation solaire reste piégée autour de la Terre et ça réchauffe la Terre. Le point d'Herman, c'est pourquoi est-ce que ça n'avance pas, cette question en Afrique? Ça n'avance pas, oui. Voilà. Ça, je vais venir là-dessus. Pourquoi ça n'avance pas? Tout simplement, c'est que, hormis l'aspect financement des projets de recherche, il y a de la volonté politique aussi. C'est-à-dire qu'il faudrait que nos dirigeants, ou bien donc ceux qui prennent donc les grandes décisions dans nos pays d'Afrique, puissent être conscients du problème et se dire que voilà, nous devons être vraiment autonomes en énergie en se basant sur les trois grands principes que je viens de donner, le soleil, le vent et l'eau. Donc l'hydroélectrique, si on a des grands fleuves, on place des centrales, des barrages hydroélectriques pour produire l'électricité. Et ça doit revenir à bas coût, normalement, au lieu d'utiliser les centrales thermiques qui vont utiliser le pétrole ou bien donc du carburant, donc des énergies fossiles qui nous reviennent cher maintenant. Donc aujourd'hui, si vous voyez vos factures d'électricité, vous devez savoir que dans les maisons, les factures ont augmenté. Ah bah ouais, ça, parce que donc, cette source d'énergie devient rare, donc ça devient plus cher, et donc nous devons penser à autre chose. Très bien. Donc, allez-y. Dans les pays d'Europe, là actuellement, puisqu'il y a le réchauffement, l'hiver devient rare. On n'a plus donc, la neige comme avant. Donc ils savent que ça se réchauffe et que l'ensoleillement devient plus important. Et donc, pour limiter donc, les effets de serre à cause de l'industrialisation à outrance, ils sont obligés donc, de penser maintenant à des nouvelles formes d'énergie vertueuse. On retiendra que la responsabilité revient aux dirigeants d'accélérer sur cette question. Il y a une volonté politique incontournable. Écoutons Pascal. Je voudrais demander au professeur Gagou son opinion, son avis sur les fonds verts qui sont mis à disposition des individus qui innovent en la matière. Je voudrais savoir s'il y a accès par quelque moyen que ce soit à travers ces activités. Oui, bien sûr. Là, donc, je viens de la région Picardie, Hauts-de-France, donc la région nord de France, alors qui a mis sur la table une enveloppe de 100 000 € pour aider donc, les populations d'Afrique. Donc en CFA pour... et nous avons 100 000 €. 65 millions de francs. 65 millions. Voilà, c'est ça. Hein? Oui. 100 000 €, je crois que 100 000 €. 65 millions de francs CFA. 665 millions peut-être. 150 millions. Non, 100 000 €, c'est 65 millions de francs CFA. Voilà, vous C'était 100 millions. Carrément. Voilà. 65 millions de francs CFA. Okay, très bien, donc, qui est mis au service donc, des projets de recherche donc, qui va faciliter donc, la vie donc, des populations. Donc nous, on travaille avec l'université de Cocody à Abidjan, Félix Houphouët-Boigny, sur un projet d'implantation de forage dans certains villages qui vont être des villages pilotes, des cibles. Donc on connaît donc, on peut avoir quelques noms?
C'est dans le Grand Nord, par exemple, on peut citer le village de... Parce que ça, oublié, c'est pas grave. Où il y a eu l'énergie solaire là. Et non, alors... Ça, vous avez oublié, c'est pas grave. Donc voilà, donc on a ciblé quelques villages au nord, à l'est, et puis donc dans des régions un peu où l'accès à l'eau potable est difficile. Il s'agit de faire des forages, mais qui sont pilotés par panneaux photovoltaïques. Ça veut dire qu'en fait, on n'aura plus donc à actionner mécaniquement, en appuyant sur une pompe ou bien avec comme on le fait à la coutume en Afrique. Voilà. Donc, en fait, le forage sera équipé d'une pompe immergée, mais qui sera actionnée par panneau photovoltaïque, qui montera l'eau, remplir une cuve, et donc, avec le robinet, on distribue donc, de façon permanente dans ces villages-là pour soulager les populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, c'est comme ça. Donc, ces enveloppes existent. Donc, il faut monter des projets et convaincre. Et là, donc, aujourd'hui, on est très content parce que les villages où nous avons validé donc, ces projets, et c'est-à-dire les dirigeants, les maires de ces communes ont été très, très impliqués et ils sont très contents donc, de mettre au service du projet des enveloppes locales pour pouvoir faire aboutir le projet jusqu'au bout. Par exemple, en embauchant par exemple des gardiens sur place, des gens qui peuvent entretenir les sites ou bien les maçons, protéger, construire des infrastructures. Il nous reste 3 minutes. Donc voilà, le temps passe très vite. Messieurs, on a 3 minutes. Oui. Allons-y, Marius. Alors, je voulais juste vous dire, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un sérieux et réel problème en matière d'énergie, surtout au niveau des ménages qui se plaignent du coût de l'énergie en Côte d'Ivoire. Le SOT a interpellé les gouvernants et moi qui vous parle, je porte leur voix en termes de défense de leurs droits et de protection de leurs intérêts en matière d'accessibilité aux sources d'énergie. Vous pensez véritablement que la Côte d'Ivoire a cette volonté, parce qu'au final, les Ivoiriens ne sentent pas cette volonté politique tendant justement à amener les gouvernants à aller vers je vais dire, la diversification des productions énergétiques. Quelle est, à votre humble avis, la politique qui aurait pu naturellement correspondre aux priorités ou sinon aux besoins, non seulement de nos pouvoirs publics, mais également des populations? Alors, donc là, merci pour votre question. J'ai appris que donc, en Côte d'Ivoire, il y a le village de Boundiali, qui a été la ville. C'est une grande ville. Une grande ville où on a donc un champ de panneaux solaires pour l'électrification de la ville. Exactement. Ça a été une nouvelle initiative. Voilà, donc c'est une nouvelle initiative. Donc si des initiatives comme ça existent, ils sont multipliées, ça va diminuer le coût donc, de la consommation. C'est-à-dire que tu as un salaire mensuel et si donc l'électricité te bouffe un tiers de ton salaire, ça n'a pas de sens. C'est complexe. Ici, j'ai vu que dans les maisons, on fait des forages et ces forages sont actionnés par le courant électrique donc, de votre installation électrique de la maison. Alors qu'on peut avoir des forages qui sont actionnés par panneaux photovoltaïques. Donc, une fois que c'est installé, normalement, vous n'avez plus de coût d'électricité à payer. Il diminue drastiquement. Drastiquement, vous devez réduire ce problème donc, de production de l'énergie. Donc, pas de production de consommation, c'est-à-dire au niveau des frais donc, liés à la consommation de l'électricité. C'est pour cela que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Adama Diawara, il est très, très, très entreprenant sur ce sujet-là. Il est d'accord donc d'aider donc les laboratoires de recherche, puisque là, ça a déjà commencé. Moi, mon labo de recherche, le laboratoire de physique de la matière condensée de l'université d'Amiens, est en partenariat avec le LabTech, le labo donc, de l'université de Cocody, où nous avons déjà des thèses en co-tutelle entre les deux labos pour développer, vous savez ce que je veux dire, c'est très simple. Des panneaux photovoltaïques, mais qui ne sont pas à base de silicium, mais avec plutôt des semi-conducteurs, avec des colorants naturels. Oui, bien sûr. Donc, on prend les colorants de l'écorce d'anacarde, par exemple. donc voilà, qui a une bonne absorbance. Il va piéger les photons. Donc, quand je parle de photons, c'est la lumière. Donc, pour pouvoir exciter donc, dans la matrice des électrons qu'on va récupérer
pour produire l'électricité comme le silicium. Ah, c'est clair. Donc, ça, c'est des trucs qu'on sait faire. Bien sûr. Et donc, la recherche, on a déjà publié des papiers là-dessus. Et par exemple, la fleur de l'hibiscus, elle est aussi donc, adaptée pour ce genre de travail. Je dois remercier dans le cadre de la biomasse. Non, pas de la biomasse, dans le photovoltaïque avec les panneaux hybrides. Vous voulez remercier quelqu'un? Je voulais remercier le président de l'université, de Félix Houphouët-Boigny de Abidjan, le professeur Balozier, donc, qui est aussi donc, avec nous dans ce projet-là. Très bien. Bon, je vais vous parler aussi du fait qu'on organise un grand congrès au mois d'octobre, fin d'octobre, début novembre. Et vous êtes là justement pour préparer voilà, ce congrès-là. donc je suis là pour mettre en place les équipes. On va inviter donc des scientifiques européens qui sont des spécialistes de l'énergie renouvelable et des nouvelles formes de production et de conversion de l'énergie. Ils viendront donner des conférences en plénière ici. Donc, il y aura 3 conférenciers. Et puis, donc, on va mobiliser toute la sous-région, les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, pour que ces chercheurs-là participent à ce congrès. Mais dans ce congrès, on aimerait inviter les industriels, ceux qui, en fait, peuvent financer des travaux pour que nos étudiants puissent être impliqués dans les formations qu'on va mettre en place pour la maintenance, la fabrication et donc l'utilisation des énergies. Est-ce que justement ces fonds verts-là, ces fonds verts ne peuvent pas justement financer également ce genre de projet? Parce qu'un industriel, si ce n'est vraiment pas sa vision, pourquoi serait-il intéressé par cela? C'est ça. Alors, donc, ces fonds verts-là, effectivement, ils existent. Oui, elle en a parlé tout à l'heure. Elle en a parlé et je vous ai donné un exemple donc, de la région Picardie qui donne une enveloppe de 100 000 euros. Est-ce qu'il y a une ligne justement pour Dans ces lignes-là, on a la ligne de formation. C'est-à-dire, voilà, donc on va former nos étudiants, on va créer une licence professionnelle, par exemple, en montage et maintenance des panneaux photovoltaïques, par exemple. Ces lignes servent à ça. Mais on peut aussi, donc, dans d'autres projets à venir, avoir ces possibilités-là de pouvoir financer donc, ces projets. Pourquoi pas? Notre rêve, en tout cas, c'est d'avoir une Afrique. Généralement, en Afrique, on fait tellement de rencontres, de symposiums, quel est le terme encore? Conférences. De colloques. Merci beaucoup, Pascal. Mais in fine, on est toujours dans le même challenge. Et il a dit, les factures en ce moment, c'est incroyable. Ah, les Ivoiriens en ont jusque-là. Marius. Donc, justement, ce genre de projet et de rencontres entre 2 universités nous donne de l'espoir à ce qu'on ait des projets facilement finançables qui impactent directement nos populations. Donc, le congrès que nous organisons va donner l'éveil aux jeunes étudiants, surtout les masters. Comment ils vous contactent? Non, en fait, on a des partenaires, on a des partenaires ici. Ce que je disais aujourd'hui à mes collègues, on va terminer avec cela. Dans la ville d'Abidjan, il y a du bouchon. Et quand on roule au maximum à 30-40 km/h. Alors, donc, pourquoi ne pas imaginer des voitures qui sont basées sur l'énergie solaire? Le toit de la voiture, donc, c'est des panneaux photovoltaïques avec un petit moteur électrique et qui roule à hauteur de 50 km/h. C'est suffisant de faire les trajets que nous avons ici. Et puis voilà, il y a une batterie qui stocke l'énergie. Et la nuit, on peut toujours se déplacer avec la voiture sans aucun problème. Je rappelle que vous êtes M. Gagou Yaovi. Oui. Vous êtes professeur titulaire à l'Université de Picardie, Jules Verne, Amiens en France. Et vous nous parliez justement de cette coopération scientifique qui peut impacter les pratiques en matière d'énergie renouvelable entre votre université, l'université que vous représentez donc de Picardie, et l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Merci infiniment d'être venu. Ce fut un grand plaisir. Et on espère par la grâce de Dieu vous retrouver en octobre. Pour les travaux effectifs. Merci beaucoup. Si j'ai une minute. La demi-seconde. La demi-seconde, bon, OK. Donc, on a d'autres matériaux qui vont nous aider à remplacer les gaz dans les systèmes de refroidissement. Quand vous allez revenir, on aura le temps de pouvoir, merci à vous. De pouvoir bien élaborer la question. Alors, notre émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Mais j'aimerais... voilà, avec votre permission, remercier quelqu'un et le saluer. Ce n'est pas toujours facile avec lui, je peux vous le dire. Ce n'est pas toujours évident avec lui. Il est comme il est, mais on l'aime beaucoup. Il s'agit de Daouda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et justement, son épouse est là. Son épouse est là pour lui dire que voilà. C'est une surprise. C'est une surprise, il ne savait pas du tout. Oh.
Allez au milieu. C'est une surprise. C'est touchant. Ça va bien. Oh C'est- là. Non. Mais attendez, Daouda, l'épouse. Ah voilà, l'épouse. Elle, c'est ma petite soeur. La petite sœur. Ah, ben voilà. Non, l'épouse. Oh. Il faut faire bise. Il faut faire ça, voilà. Non, faites direct. On va voir ça. Oh, attends. Merci beaucoup. C'est... Oh, bravo. Bon, oh, il pleure. T'es si fragile. C'est si moi ici, tu parles. Voilà. Daouda, joyeux anniversaire, tu le méritais. Écoutez, notre émission prend fin avec cette belle note-là. On l'aime comme il est, notre Daouda. Voilà. Et je sais que vous l'aimez aussi. Daouda, happy birthday. We love you. Merci. On se retrouvera demain pour une autre émission du Grand Talk. Merci et bonsoir. Merci beaucoup.